Alors, je vais vous montrer quelques résultats qui sont des premiers résultats. Et plus que des résultats et des conclusions définitives, ce qu'on veut partager avec vous, c'est une démarche, c'est une méthode qui vise à répondre à cette question. Est-ce qu'on peut mettre en évidence des relations de cause à effet avec une faux relatoire ou avec d'autres approches d'intelligence artificielle? Alors. Ah, voilà. Quand on fait de la modélisation, c'est généralement pour poursuivre l'un des deux objectifs suivants. Soit on veut prédire un phénomène, par exemple, vous voulez savoir s'il va faire beau demain parce que vous voulez aller faire un tennis. Et si un modèle boîte noire vous donne le temps qu'il fera demain avec une très grande précision, ben vous serez très content, vous n'avez besoin de rien d'autre, et peu vous importe pourquoi il fera beau ou pourquoi il pleuvra demain. Ce que vous voulez savoir, c'est s'il pleuvra ou pas. L'autre grand objectif qu'on peut poursuivre quand on fait de la modélisation, c'est d'expliquer un phénomène. Et par exemple, Newton, quand il regardait une pomme qui tombait de l'arbre et qui atterrissait au sol, cherchait pas à faire un modèle prédictif pour la prochaine pomme, est-ce qu'elle tombera également au sol ou pas. Ce qu'il voulait, lui, c'était un modèle explicatif. Comprendre pourquoi, quand une pomme se détache de l'arbre, elle tombe vers le bas et pas vers le haut. Donc il voulait en fait trouver des relations causales. Alors, ça a été dit plusieurs fois, je pense. Les random forests, à la base, ont été conçus pour faire de la prédiction. Et puis, c'est une approche qui est reconnue pour être très performante dans cet objectif-là. Mais très vite, dès le début d'ailleurs, Breman, et puis de plus en plus aujourd'hui, on essaye d'utiliser ce type d'approche dans un but plus explicatif, et notamment des critères comme l'importance des variables ou des sorties graphiques, là, comme les partial plots. Et donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire dire à ce calcul de l'importance des variables en termes de causalité? Alors, les random forests sont appliqués sur des données d'enquête ou d'observation, et puis vous savez que ça a été rappelé également, que sur ce type de données, quand on met en évidence une association entre deux variables, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une relation de cause à effet. Hein. Corrélation n'est pas causation. Et sur ce type de données, différents types de biais de causalité peuvent être observés. On distingue trois types de biais de causalité. Il peut y avoir des associations fortuites entre deux variables. On peut être victime de confusion d'effets. Et on peut également être victime de biais de conditionnement. Donc je vais revenir sur ces trois types de biais, ça me semble important, par la suite. Alors, quand on cherche à savoir si un critère comme l'importance des variables permet de mettre en évidence des relations de cause à effet, la démarche utilisée généralement est la suivante. On va commencer par supposer un modèle théorique. Alors, quand je dis qu'on suppose un modèle théorique, ça veut dire qu'on l'écrit. On écrit un modèle théorique qui va décrire la relation entre une variable y à expliquer et des variables x explicatives. Et alors, comme c'est vous qui écrivez le modèle, vous pouvez décider quelles variables x ont un effet sur y. Donc, on peut très bien inclure dans le modèle des variables x donc, qui n'ont pas d'effet, non causal, et puis d'autres variables x qui ont des effets plus ou moins importants. Ensuite, votre modèle théorique, vous l'utilisez pour simuler des données. Et troisième étape, vous analysez ces données avec une random forest, vous calculez l'importance des variables et vous regardez si cette importance des variables rend compte des effets réels qui existent au niveau de votre modèle théorique. Alors, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir dans la littérature, ce type d'approche souffre, selon moi, d'une critique qui est que, d'après ce que j'ai pu voir, les modèles théoriques qui sont utilisés pour faire ces simulations sont des modèles jouets qui sont
souvent un peu artificielles, et on n'est pas certain qu'ils représentent réellement les processus auxquels on s'intéresse dans notre activité quotidienne. Et donc, on peut parfois douter des conclusions qui sont obtenues à l'aide de ces modèles jouets très artificiels. Et donc, on s'est dit, ben, la démarche nous semble tout à fait pertinente de procéder par simulation, mais peut-être qu'il serait intéressant d'utiliser comme modèle de simulation un modèle de réseau bayésien. Parce que ce type de modèle permet de représenter le fonctionnement de systèmes biologiques, alors de manière simplifiée évidemment, comme le fait tout modèle, mais de manière relativement mécaniste, en spécifiant des effets directs, indirects, les relations entre les variables. Voilà. Et donc, l'idée est de simuler à partir de ce type de modèle, de telle sorte que les données simulées correspondent à des jeux de données auxquels on pourrait être confronté par la suite dans la vraie vie. Et de plus, les réseaux bayésiens permettent très facilement de prendre en compte, de décrire et de prendre en compte et donc de simuler différents biais de causalité. Je vais revenir sur cet aspect-là tout de suite. Donc les DAG, donc le schéma des variables et des relations entre variables est très utile pour identifier et représenter différents types de biais. Donc les trois types de biais, je les rappelle là: association fortuite, confusion d'effets et biais de conditionnement. Et je vais illustrer ces différents types de biais sur des exemples très simples, et puis après je vais vous montrer sur donc, un exemple plus réaliste, sur un modèle plus réaliste, comment on peut simuler également des biais de causalité qu'on est susceptible d'observer dans nos jeux de données du quotidien. Premier petit modèle pour illustrer un premier type de biais, donc c'est le modèle XY. Donc voilà le DAG correspondant au modèle. Donc dans mon monde, je n'ai que deux variables, la variable X et la variable Y. Et vous voyez qu'il n'y a pas de flèche entre les variables, donc il n'y a pas de relation causale entre les variables. Donc ce sont deux variables qui sont indépendantes. Alors, pour pouvoir faire des simulations, il faut que du DAG, je passe au réseau bayésien. Donc, il faut que je spécifie les distributions de probabilité pour chacune des variables. Et ici, j'ai fait très simple. J'ai considéré que chaque variable était distribuée suivant une distribution gaussienne centrée sur 0 et de variance égale à 1. Donc, une fois que j'ai mon modèle, je peux simuler des données. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai simulé un échantillon de 10 observations avec mon modèle XY. Et puis, vous avez le plot là, des 10 observations, et la corrélation entre les deux variables sur ces échantillons est très faible, égale à moins 0,13, et puis ça nous va très bien, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de relation entre x, y. Donc on ne s'attend pas à observer de corrélation entre les deux variables. Donc là, on est content. Bon, je vais simuler un deuxième échantillon, et là, j'obtiens le résultat suivant. Voilà. Corrélation assez élevée entre les deux variables, 0,72, et significative si je fais un test de significativité. Et là, je suis moins satisfait parce que, en fait, j'espérais pas trouver ce type de résultat parce que je sais qu'il y a indépendance entre x et y. Et donc là, on est en présence d'une association fortuite. Et cette association, elle est due au choix de l'échantillon. Il y a un problème d'échantillonnage. Sur un échantillon, il n'y aura pas de relation, et sur un autre, on va en observer une. Si je m'amuse à simuler des échantillons de 10 observations, et que je fais ça 1000 fois, et puis après, je calcule la corrélation moyenne entre mes variables x, y sur mes échantillons, j'obtiens 0,27, avec un maximum de 0,93. Et puis je refais des simulations, mais cette fois-ci, je vais simuler des échantillons de taille 100 et de taille 1000. Donc je fais ça 1000 fois à chaque fois, et puis pareil, je calcule la corrélation entre x, y, et vous avez les corrélations moyennes et maximales pour ces deux autres tailles d'échantillons. Donc vous voyez que les corrélations fortuites, elles tendent à s'amenuiser, à s'estomper avec la taille de l'échantillon.
Et en fait, si je prenais la population entière, la corrélation elle serait strictement nulle, puisque, encore une fois, il n'y a pas de lien entre x, y, les deux variables sont indépendantes. Donc voilà le premier type de biais auquel on peut être confronté, et puis voilà une solution pour s'en affranchir, c'est d'augmenter la taille de l'échantillon. Deuxième type de biais auquel on peut être confronté dans un jeu de données d'observation. Alors pour l'illustrer, je reprends l'exemple fumeur, avec 3 variables. La variable L, c'est est-ce que je fume ou pas, A, c'est est-ce que j'ai des doigts jaunes ou pas, et Y, est-ce que je souffre d'un cancer du poumon ou pas. Il n'y a pas de flèche entre A et Y parce qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les doigts jaunes et le risque de cancer. Mais malgré tout, dans un jeu de données, on va observer une corrélation entre A et Y, et cette corrélation n'est pas une association fortuite, ce n'est pas dû au hasard de l'échantillonnage, parce qu'on retrouve cette corrélation au niveau de la population. Et cette corrélation, elle existe parce qu'en fait, il y a une cause commune aux variables A et Y. J'ai les doigts jaunes parce que je fume, et j'ai un cancer du poumon parce que je fume. Ce biais de confusion, il apparaît quand il y a une variable causale commune à deux variables. Alors c'est sans doute le type de biais le plus connu et puis le plus fréquent dans nos jeux de données. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour revenir un instant sur l'exemple que Dorian vous a montré pour illustrer l'usage des random forest, donc sur des données issues de l'expérimentation système ferme de Boinville, et pour essayer de vous convaincre qu'en fait les DAG sont vos amis. Et donc j'ai repris la problématique exposée par Dorian en la simplifiant un petit peu pour que ce soit plus facile à présenter. Et alors là, je considère que dans mon monde, il n'y a plus que 4 variables. La variable année, la variable rendement, la variable maladie et la variable IFT fongicide. Et puis, avant d'analyser les données, j'essaye de réfléchir un petit peu à ce que je sais du fonctionnement de ce système. Alors, donc derrière année, vous pouvez mettre du climat. On va simplifier, on va dire c'est le climat, donc c'est des précipitations, de la température, du rayonnement. Voilà. Donc j'ai mis une flèche de année vers rendement parce que je sais qu'il y a un effet de l'année sur le rendement. J'ai mis une flèche de année vers maladie parce que je sais qu'il y a un effet de l'année sur les maladies. Les années où il pleut plus, il y a plus souvent des maladies que les années où il pleut moins. J'ai mis une flèche de maladie vers rendement parce que je sais que si ma culture est attaquée par des maladies, ça va faire baisser le rendement. J'ai mis une flèche de IFT fongicide vers maladie parce que je sais que si j'ai des maladies et que je traite avec un fongicide, ça va agir sur les maladies. Et puis il y a une flèche de année vers IFT fongicide. Alors là, il faut que j'explique un petit peu plus. En fait, l'idée, en tout cas dans le raisonnement que j'ai tenu, c'était de dire que, bien sûr, on a des pratiques raisonnées, donc des pratiques fongicides qui sont raisonnées, mais qui ne sont pas basées sur l'observation de la maladie, parce que notre objectif est de traiter avant l'apparition de la maladie, donc d'avoir un traitement qui soit préventif plutôt que curatif, parce qu'ils sont plus efficaces. Et donc, on va raisonner notre traitement fongicide en fonction du climat de l'année. Si le climat est favorable au développement des maladies, on va appliquer un fongicide de manière préventive. Donc c'est pour ça qu'il y a une flèche de année vers IFT fongicide. Et donc Dorian, elle vous a dit, bon ben voilà, quand on balance les données dans une forêt aléatoire, il nous sort des partial plots, et puis notamment il y en a un qui nous montre que le rendement augmente avec l'IFT fongicide. Plus je mets de fongicide, et plus le rendement augmente. Ce qui ne correspond pas forcément au raisonnement que Dorian vous a décrit sur comment agissent les fongicides sur une culture. Alors, il y a effectivement un effet des fongicides sur le rendement, mais cet effet est indirect, parce qu'il se fait via la variable maladie. Donc, ce n'est pas forcément évident, alors c'est impossible, sur base de ce seul schéma, de savoir dans quel sens va se faire cet effet. Ce n'est pas évident parce qu'il est indirect. Mais il est indéniable qu'on peut affirmer, enfin en tout cas si notre schéma correspond à une certaine réalité, qu'il y a un effet IFT fongicide sur le rendement, mais cet effet est indirect.
L'autre chose qu'on apprend en regardant ce schéma, c'est qu'il y a en fait une confusion d'effets entre IFT fongicide et rendement, parce que vous avez une variable causale commune, qui est l'année. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la bouche de nos collègues agronomes, donc experts en maladies. Ils nous disent régulièrement ah ben cette année, comment dire, ils nous disent les années à fort rendement, c'est les années à maladie. Et les années à faible rendement sont des années où souvent il y a peu de maladies. Parce que en fait, les années favorables, donc au point de vue climatique, à l'expression d'un rendement élevé par une culture de blé, sont aussi des années favorables au développement des maladies. Et donc les années où on va appliquer plus d'IFT fongicide si on a des pratiques raisonnées. Et les années plutôt défavorables à l'expression du rendement, donc les années où il fait globalement sec, ben, ce seront des années aussi où il y aura peu de maladies. Et donc on va appliquer peu d'IFT fongicide. Et donc le partial plot, la relation entre rendement et IFT fongicide qui dit que plus on met de fongicide, plus le rendement augmente, c'est probablement comment dire, le signe d'une confusion d'effets due à une variable causale commune qui est la variable année. Alors, je ferme la parenthèse et je reviens sur mon exemple fumeur. Et là, je voudrais maintenant vous expliquer qu'on peut prendre en compte des confusions d'effets et on peut notamment le faire en utilisant une méthode qu'on appelle le conditionnement. C'est une approche très courante pour prendre en compte des biais de confusion. Qu'est-ce que c'est le conditionnement? Donc là, j'ai remis le petit DAG de départ, donc la variable je fume ou pas, j'ai des doigts jaunes ou pas, et je souffre d'un cancer du poumon ou pas. Donc je vous rappelle qu'au niveau de la population, il y a une association entre doigts jaunes et cancer du poumon, donc qui n'est pas fortuite. Le conditionnement, ça consiste à ne considérer qu'un sous-ensemble des données. Donc dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est regarder uniquement les gens qui ne fument pas. Alors j'aurais pu regarder uniquement les gens qui fument. Et l'idée est de regarder uniquement, donc conditionnellement au fait que je ne fume pas, l'association entre les variables doigts jaunes et cancer du poumon. Et en fait, si vous ne regardez que les gens qui ne fument pas, vous ne verrez plus d'association entre la couleur des doigts et le risque de cancer du poumon. En fait, quand on conditionne, on se place toutes choses égales par ailleurs. On observe la couleur des doigts et le risque de cancer, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire tout le monde est non fumeur. Ou tout le monde est fumeur, parce qu'on peut conditionner également comment dire, sur l'autre valeur de la variable. Donc le conditionnement, en fait, et ça a été évoqué ce matin, hein, quand on parle d'analyse non orthogonale pour analyser des jeux de données déséquilibrés, le conditionnement est une technique bien connue pour étudier les effets causaux entre variables. Quand vous utilisez un modèle de régression linéaire multiple, en fait, l'effet d'une variable est estimé conditionnellement aux autres. Vous faites comment dire, vous mettez en œuvre ce type d'approche. Alors, ça marche bien. Ça marche bien à condition d'avoir également de données, et puis à condition également d'avoir le bon modèle. C'est-à-dire le modèle avec les bonnes variables. Il faut avoir toutes les variables causales dans le modèle et les éventuelles interactions entre ces variables. Et puis, il faut également que la forme du modèle soit la bonne. Si vous supposez un modèle linéaire et que les relations entre variables ne sont pas linéaires, vous ne pourrez pas comment dire, gérer ces confusions d'effets avec cette approche par conditionnement. Ça ne marchera pas bien. Alors, je vous parle de ça, du conditionnement, donc pour gérer les confusions d'effets. Parce que ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. Quand on calcule l'importance des variables avec random forest, on peut calculer l'importance conditionnelle, donc qui est basée sur ce principe-là. On va regarder l'importance d'une variable conditionnellement aux autres. Donc on fixe les autres à une certaine valeur et on regarde l'effet de la variable d'intérêt sur Y.
Et donc en faisant ça, on espère que ce qu'on est en train de voir, c'est une relation causale et pas une association, un biais de confusion. La deuxième raison pour laquelle je vous parle de biais de conditionnement, pardon, c'est parce que en fait, il faut que je vous parle de biais de conditionnement juste après. Donc, c'est une autre source de biais qu'on peut observer et qui apparaît en fait quand on pratique le conditionnement. Donc, le biais de conditionnement, voilà, est un biais qui apparaît quand on essaie d'en éviter un autre, le biais de confusion, en conditionnant. Alors, pour illustrer ce biais de conditionnement, je vais vous montrer deux exemples. Un premier très simple, un deuxième toujours très simple, mais un peu moins, et puis un peu plus agronomique. Encore que là, on parle de pelouse, donc on n'est pas très loin de l'agronomie. Alors, dans mon monde ici, j'ai que trois variables. La variable pelouse, la variable pluie et la variable arrosage. Alors, la pelouse, elle peut être mouillée ou sèche. La pluie, elle peut tomber ou pas. Et je peux arroser ou pas. Alors, j'ai mis une flèche de pluie vers pelouse parce que la pluie est responsable du fait que la pelouse soit mouillée ou pas. J'ai mis une flèche de arrosage vers pelouse, parce que là aussi, si j'arrose, ça va mouiller la pelouse. Et puis, je n'ai pas mis de flèche de pluie, entre pluie et arrosage, parce que je pratique un arrosage systématique. J'arrose toutes les 12 heures, donc du coup, indépendamment du fait qu'il pleuve ou pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux étudier les relations entre variables et que je souhaite conditionner sur la variable pelouse pour éviter les biais de confusion. Et je m'intéresse uniquement aux pelouses qui sont mouillées. Enfin, j'aurais pu prendre uniquement les pelouses qui ne sont pas mouillées, hein, je me répète. Mais le fait de conditionner sur la variable pelouse, en regardant que les données relatives au cas où la pelouse est mouillée, ça va induire une relation entre la variable pluie et la variable arrosage. En effet, si la pelouse est mouillée et que je sais qu'il n'a pas plu, ça veut dire que j'ai arrosé. Et inversement, si la pelouse est mouillée et que je n'ai pas arrosé, c'est qu'il a plu. Et donc, je vais voir apparaître une relation négative, en fait, entre pluie et arrosage, du fait que j'ai conditionné sur la variable pelouse. Donc, l'association, elle n'existe pas en réalité, et c'est ce qu'on appelle un biais de conditionnement. Je vous montre un exemple un peu plus complexe, avec 4 variables cette fois-ci. Et là, je m'intéresse en fait au rendement d'une parcelle de blé. Et puis, alors, dans mon monde, j'ai 4 variables. Le rendement de la parcelle de blé, la dose d'azote que j'ai appliquée sur cette parcelle. Alors, plus ou moins loin de la parcelle, il y a un petit ruisseau. Et donc, je regarde la pollution de l'eau, dans ce petit ruisseau. Et puis, oui, voilà, le ruisseau est plus ou moins loin de la parcelle, c'est la variable distance à la rivière. Donc j'ai mis une flèche de dose d'azote vers rendement, parce que je sais que plus je mets d'azote et plus le rendement augmente. J'ai mis une flèche de dose d'azote vers pollution de l'eau, parce que quand je mets beaucoup d'azote sur une parcelle, il y a des risques de pollution sur les rivières voisines. Et puis j'ai mis une flèche également de distance entre la parcelle et la rivière, parce que si la parcelle est plus loin, il y a moins de risque de pollution de l'eau. Alors ça, c'est le DAG de mon modèle. Alors j'en ai fait un réseau bayésien. Je ne vous montre pas les équations derrière les flèches, mais j'ai mis des distributions derrière les variables, et puis j'ai simulé des données. Alors j'ai simulé 100 000 observations. Alors, pourquoi 100 000? Parce que je voulais éviter qu'il y ait des associations fortuites entre variables. Voilà. Sur ces 100 000 observations, je vais regarder les corrélations entre variables, et puis essentiellement entre les variables et la variable rendement. Parce que la variable rendement, c'est celle qui m'intéresse particulièrement dans cet exemple. J'observe pas de corrélation entre distance à la rivière et rendement, et c'est normal parce que, je reviens en arrière, il n'y a pas de flèche entre distance à la rivière et rendement. Donc c'est normal. Et pas de relation entre ces deux variables. J'observe une corrélation entre dose d'azote et rendement très élevée, c'est normal, j'avais mis une flèche, donc c'est normal que j'observe une relation entre dose d'azote et rendement. Et puis j'observe également une flèche entre pollution de l'eau et rendement. Alors par contre là, j'ai pas de flèche entre pollution de l'eau et rendement, mais cette corrélation, elle est due au fait
C'est une confusion d'effets, un biais de confusion qui existe parce qu'il y a une variable causale commune à pollution de l'eau et à rendement qui est la dose d'azote. Plus je mets de l'azote, plus j'ai un rendement élevé et plus l'eau est polluée. Et donc cette variable commune induit une corrélation, donc une confusion d'effets entre pollution de l'eau et rendement. Bon, jusque-là, tout va bien, c'était attendu. Maintenant, je vais conditionner sur la variable pollution de l'eau. Et je vais conditionner en sélectionnant dans mon jeu de données uniquement les situations où l'eau est peu polluée. Je fais un sous-échantillon de ma base de données, ce qui est quelque chose qu'on pratique, je pense, assez souvent, finalement, de s'intéresser à un sous-ensemble des données disponibles. Et donc, c'est une forme de conditionnement. Je ne m'intéresse qu'aux situations pour lesquelles la pollution de l'eau est plus petite que 15. Je prends ce modèle-là et je refais des simulations. Donc, je simule de nouveau 100 000 données et je regarde maintenant les corrélations entre les variables et puis le rendement sur ces 100 000 données. Et là, on voit apparaître une corrélation entre distance à la rivière et le rendement. Et cette corrélation, elle n'existait pas au départ. Il n'y a pas de flèche entre distance à la rivière, et elle n'est pas induite par une confusion d'effets, parce qu'il n'y a pas une variable causale commune à distance à la rivière et rendement. Cette corrélation qu'on voit apparaître est due au fait que j'ai conditionné, donc que je ne me suis intéressé qu'à un sous-ensemble des données. C'est ce qu'on appelle un biais de conditionnement. Alors pour essayer de mieux vous faire comprendre comment ce biais de conditionnement apparaît, je vais vous montrer donc sur les 100 000 réalisations, enfin tirages là, 100 000 parcelles, je vous montre la relation entre dose d'azote et distance à la rivière. Donc ça, c'est avant conditionnement. Et donc, vous voyez que c'est une grosse patate, il n'y a pas de relation entre dose d'azote et distance à la rivière, parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis de lien, excusez-moi pour les allers-retours, je reviens en arrière, je n'ai pas mis de lien entre distance à la rivière et dose d'azote. Alors, vous pourriez critiquer cette façon de voir les choses, mais j'ai considéré que la fertilisation azotée de la parcelle se faisait sans tenir compte de la distance par rapport à la rivière, ce qui est sûrement une pratique qu'on peut contester. Du coup, si on veut bien se situer dans cet univers-là, on n'observe pas de relation entre la dose d'azote et la distance à la rivière. Maintenant, sur ce gros jeu de données, je vais regarder que les observations pour lesquelles la pollution de la rivière est plus petite que 15. Et là, alors c'est peut-être pas évident sur ce graphique, mais on commence à voir apparaître une relation entre dose d'azote et distance à la rivière. Alors ça se voit mieux si je fais un zoom uniquement sur les points rouges. Il y a une petite tendance. Alors, pour vous en convaincre, j'ai calculé la corrélation entre dose d'azote et distance à la rivière. Elle est de 0,29. Alors qu'elle est de 0, j'aurais pu la calculer aussi, enfin afficher le résultat, elle est de 0 sur le graphique avec tous les points noirs. Et donc, on observe une corrélation entre dose d'azote et distance à la rivière. Pourquoi? Parce que j'ai conditionné sur pollution de l'eau. Et en fait, pour que la pollution de l'eau soit faible, soit inférieure à 15, il faut soit que je mette peu d'azote, et à ce moment-là, je peux être proche de la rivière, soit que je mette beaucoup d'azote, mais à ce moment-là, il faut que je sois loin de la rivière. On peut mettre aussi peu d'azote et être loin de la rivière, ça marche aussi. Donc, le conditionnement fait apparaître une liaison entre les variables dose d'azote et distance à la rivière. Et vu qu'il y a un effet de dose d'azote sur le rendement, que distance à la rivière est corrélée à dose d'azote, on voit apparaître une corrélation entre distance à la rivière et le rendement. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de lien causal entre distance à la rivière et le rendement. Donc le fait de conditionner sur un effet commun, alors je vous remonte le graphique, je conditionne sur pollution de l'eau. Pollution de l'eau, c'est un effet commun à distance à la rivière et à dose d'azote. En fait, il y a à pollution
distance à la rivière et dose d'azote, et que je conditionne sur un effet commun, ça induit une corrélation entre les deux causes, entre des variables par an. Et cette corrélation, dans notre exemple, fait apparaître donc un biais de conditionnement entre distance à la rivière et dose d'azote, et puis entre distance à la rivière et puis le rendement. Voilà, donc conditionner sur un effet commun induit que les deux causes communes deviennent corrélées, même si elles ne le sont pas à la base. Donc voilà un petit peu pour les différents types de biais de causalité qu'on peut rencontrer dans nos jeux de données de tous les jours. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il serait pertinent donc pour vérifier si l'importance des variables d'une random forest met en évidence la relation de cause à effet, il serait évident d'une part de partir d'un modèle de simulation qui représente de manière aussi réaliste que possible les processus décrivant le fonctionnement d'un système. Donc j'ai repris ici le modèle DON que Emmanuel vous a présenté, où voilà, on voit ici j'ai colorié les effets directs et indirects, enfin, peu importe. Et puis, bien sûr, dans nos bases de données, quand on s'intéresse à la variable DON, il n'y a pas que ces 6 variables-là, il n'y a pas que ces 6 variables causales-là qui sont présentes dans nos bases de données, il y a d'autres variables qui sont présentes, et du coup, on a rajouté d'autres variables à ce DAG, donc on a construit un DAG avec des variables causales auxquelles on a rajouté des variables non causales. Mais des variables non causales qui sont toujours très réalistes, donc des variables qu'on est susceptible de rencontrer dans la vraie vie. Donc par exemple, dans nos bases de données, on a classiquement la date de semis, par exemple, et donc j'ai rajouté la variable date de semis. Alors bien sûr, il faut, de manière aussi réaliste que possible, représenter les relations entre toutes les variables du DAG. Donc, par exemple, j'ai mis une flèche entre région et date de semis, parce qu'on sait que la date de semis dépend de la région. Bon, voilà, je ne vais pas détailler toutes les variables qu'on a rajoutées, mais l'idée, c'est de le faire de manière la plus réaliste possible. Alors, parmi toutes ces variables non causales donc, qui apparaissent en blanc ici, on va voir apparaître, enfin, elles vont permettre, comment dire, de simuler différents biais de causalité. Donc les variables qui sont toutes seules à gauche, reliées à rien, vont faire, donc qui sont indépendantes de tout, vont faire apparaître des corrélations fortuites dans les échantillons qu'on va simuler. Donc c'est ce qu'on appelle des variables bruit blanc, BB1 jusqu'à BB6. Alors là aussi, on a essayé de représenter de manière réaliste ces variables, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris comme bruit blanc l'âge du capitaine ou bien le nombre de films de Nicolas Cage. On a pris des vraies variables, comme la variable région, par exemple, dont on a permuté les valeurs. Donc en fait, en permutant les valeurs, on casse tout lien entre cette variable-là et puis les autres. Mais le fait de partir de variables existantes dans nos bases de données, ça permet de conserver, d'avoir des variables dont la gamme de variations est celle qu'on est susceptible d'observer sur des vraies variables, ou le nombre de modalités, si c'est une variable catégorielle. Donc voilà, donc on a généré 6 variables de bruit blanc. Vous avez ici représenté en jaune des variables qui vont comment dire, générer des confusions d'effets, des biais de confusion. Et puis il y a une variable ici là, qui va être à l'origine de biais de conditionnement. Et donc à partir de ce gros modèle là, on a simulé des données. Et donc dans un premier temps, j'ai simulé 100 000 données. Donc avec le modèle DON plus les variables non causales. Alors 100 000 données parce que je voulais je voulais voir un petit peu ce qui se passait si on avait un énorme échantillon, donc c'est quasiment la population, 100 000 données, pour vérifier un petit peu comment, ce qui se passait avec les variables de bruit blanc, parce que je m'attends à ne pas observer d'association fortuite sur un aussi gros jeu de données, donc je m'attends à ce que les variables de bruit blanc
n'apparaissent pas importantes. Donc je simule 100 000 données, j'analyse avec Random Forest. Alors les résultats que je vais vous montrer, c'est le calcul d'importance des variables avec l'argument scale égale false, mais ce n'est pas l'importance des variables calculée avec cForest. Alors je m'excuse si ces termes ne sont pas familiers pour certains d'entre vous, mais ça a été évoqué tout à l'heure. Donc pour le dire autrement, ce n'est pas une importance des variables conditionnelles. Donc ça c'est des choses qu'on a faites aussi, mais je ne vous montre pas les résultats là. Avec le calcul de l'importance conditionnelle, on peut espérer gérer proprement les biais de confusion, au risque éventuellement de générer des biais de conditionnement. Mais les résultats que je vous montre ici n'ont pas fait appel à cette approche-là. C'est l'importance des variables non conditionnelles, calculées classiquement par Random Forest. Alors, attention, voilà les résultats. Donc vous avez l'ensemble des variables de notre gros DAG là. Ce qui est jaune, c'est les variables non causales, et en vert ou en bleu, ce sont les variables causales. Alors en vert, c'est les variables causales qui ont un effet direct sur le DON, et en bleu, les variables qui ont un effet indirect. Alors, je vais commencer par le bas. Et en bas, vous avez en fait les 6 variables de bruit blanc, avec une importance qui est proche de 0. Et là, on est content. On se dit, bon, ouais, c'est des bruits blancs. Donc, tout ce que ça peut générer comme biais, ce sont des associations fortuites. Mais comme j'ai 100 000 observations, c'est normal que ça ne ressorte pas. Donc là, on est content parce qu'on ne voit pas des choses qu'on ne voulait pas voir. Oui, pardon, je n'ai pas dit. Donc, en abscisse, c'est l'importance des variables. Plus la valeur est élevée, plus la variable est considérée comme importante. Alors, maintenant, je remonte en haut du petit dessin. Et je suis content aussi parce que les 4 premières variables, elles sont causales. Alors certaines ont un effet direct et d'autres un effet indirect. Mais ça me va bien. Donc là, je vois, avec ces critères d'importance, des choses que j'avais envie de voir. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Bon, c'est maintenant que ça commence à devenir moins amusant. C'est qu'en 5e position, je vois apparaître une variable qui n'est pas causale, c'est la variable date de semis. Et en fait, ce qu'on met en évidence ici, c'est une confusion d'effets, en fait. C'est pas un lien causal. Et cette variable date de semis, elle est même devant une variable causale, comme la sensibilité variétale, avec une importance qui n'est pas négligeable. Je pense que dans l'interprétation classique qu'on pourrait faire de ce graphique d'importance, on aurait envie de retenir certainement la première variable, sans doute les 4 premières et probablement les 6 premières. Donc dans les 6 premières, on voit s'immiscer une variable non causale due à un biais de confusion d'effets. Et puis si je descends encore un petit peu, je vois qu'assez loin, il y a une variable causale qui s'appelle Matasco et qui est perdue au milieu de plein d'autres variables non causales et dont l'importance est relativement faible, et peut-être qu'on n'aurait pas retenu cette variable comme ayant un effet digne d'être retenu. Enfin, peut-être ou pas. Après, chacun est libre d'interpréter ce graphique comme il l'entend. Mais voilà, on pourrait conclure que bon, ces variables-ci, depuis précocité jusqu'à là derrière, leur importance est faible, voire nulle, donc celle-là, je les mets de côté. Bon, ben alors ça c'est un petit peu décevant, parce que du coup, on met de côté une variable causale, qui a peut-être un effet faible, mais qui a un effet certain. Donc, avec la variable date de semis, je vois des choses que je n'avais pas envie de voir, et avec la variable Matasco, je ne vois pas des choses que j'avais envie de voir. Alors, c'est un premier résultat, enfin, ce sont des premiers résultats, il ne faut pas généraliser à partir de ces premiers résultats, mais ils ont le mérite au moins, je pense, de nous faire réfléchir et de prendre un petit peu de recul par rapport à ce critère d'importance qui est calculé par Random Forest, qui peut, dans certains cas, nous induire en erreur, voilà, ou nous faire passer à côté de certaines choses. Bon, alors, ça ne se passe pas si mal que ça, mais c'est avec 100 000 données.
Et puis souvent, en tout cas dans nos domaines agronomiques, on a rarement 100 000 données. On a plutôt 30 ou 50, quand ça va bien, quelques centaines ou quelques milliers, mais rarement 100 000. Et donc, j'ai voulu faire appliquer la même démarche là, sur des échantillons de taille plus faible. Alors, j'ai appliqué la même démarche sur des échantillons de taille 300. Donc, 300, c'est déjà pas mal comme échantillon. C'est ce qu'on peut croire, en tout cas. Alors, en réalité, j'ai généré une vingtaine d'échantillons de taille 300. J'ai appliqué cette démarche sur les 20 échantillons. Je vais vous montrer uniquement deux résultats un petit peu extrêmes. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'étendue des sorties qu'on pourrait obtenir dans ces conditions-là. Voilà, 300 données. Alors, premier résultat, échantillon 13. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais alors, là, vous pouvez me faire confiance. Les 6 variables les plus importantes sont des variables non causales. Elles sont causales, pardon, elles sont causales. Ah oui, donc l'échantillon 13, c'est, si vous tombez sur celui-là, ben, vous avez de la chance, parce qu'en fait, les 6 premières variables sont les variables causales, et puis les autres qui ont une importance qui est, le trait rouge, là, c'est 0. Les autres ont une importance relativement faible, et puis elles seraient peut-être écartées, hein, purement et simplement dans l'interprétation qu'on pourrait faire. Et donc là, on est très content de l'échantillon 13, parce qu'on se dit que ça marche très bien sur ces échantillons-là. Bon, je vous ai dit, je vais vous présenter deux situations opposées. Donc l'échantillon 13, vous êtes les rois du pétrole si vous avez celui-là. Et par contre, l'échantillon 20, c'est tout le contraire, parce que parmi les 6 premières variables, on retrouve 4 variables qui sont non causales, dont 2 bruits blancs, BB1 et BB2. Donc il y a 2 variables causales parmi les 6, certes, on peut voir le verre au tiers plein, mais il y a quand même 4 variables non causales parmi les 6 premières. Et en plus de ça, des variables causales dont on sait qu'elles ont un effet qui est loin d'être négligeable, comme pluie, sensivar, matasco, enfin surtout pluie et sensivar, n'apparaissent pas du tout importantes dans cet échantillon-là. Donc voilà, si vous tombez sur l'échantillon numéro 20, eh bien, c'est pas de chance pour vous. Alors, je vais tenter de conclure sur cet épisode-là. Alors encore une fois, je pense que ce qu'on voulait avant tout, c'est vous montrer une démarche, hein, pour explorer un petit peu l'intérêt de ces méthodes d'intelligence artificielle, enfin en l'occurrence de machine learning, lorsqu'on cherche à mettre en évidence des relations causales. Donc démarche basée sur des simulations réalisées à partir d'un modèle de réseau bayésien. Alors, il nous semble, première conclusion, que cette approche basée sur des DAG et des réseaux bayésiens est une approche intéressante pour étudier le comportement des forêts aléatoires. Et peut-être d'autres méthodes d'intelligence artificielle. On n'a pas poussé plus loin. Donc encore une fois intéressante parce que ça permet de faire des simulations basées sur des modèles qui correspondent en fait aux processus, aux problématiques auxquelles on est confronté tous les jours, et qui vont tenir compte des biais de causalité qu'on est susceptible de rencontrer dans les bases de données qu'on a à traiter au quotidien. Deuxième conclusion, alors même si les résultats sont très partiels, il nous semble quand même que ça nous invite à interpréter le calcul d'importance des forêts aléatoires avec beaucoup de prudence, surtout dans le cas où vous mettez en œuvre la méthode sur des petits échantillons. Alors bien sûr, ces premiers résultats doivent être confirmés, notamment en testant d'autres modèles, d'autres DAG, sur lesquels on va pouvoir faire varier notamment le nombre de variables causales, le nombre de corrélations fortuites, de biais de confusion, de déconditionnement. Voilà, tout ça a peut-être une incidence sur les résultats. On peut jouer aussi sur le type de variable.
La plupart des variables dans le modèle que je vous ai montré sont qualitatives. Il y en a l'une ou l'autre quantitative, je ne me souviens plus lesquelles. Peut-être que le type de variable a une incidence aussi sur le calcul de l'importance des variables par l'effort aléatoire. L'importance des effets aussi doit probablement jouer. Si vos variables causales ont de faibles effets, c'est peut-être normal qu'on ait du mal à les mettre en évidence par un calcul d'importance des variables. Voilà. Et puis, ça a déjà été évoqué, il existe différents critères de mesure d'importance des variables, notamment un critère qui semble intéressant, qui est l'importance conditionnelle, donc qui est présent dans le package C-Forest, et qui devrait, normalement, enfin on peut l'espérer, nous permettre de nous affranchir des biais de confusion. Et bien voilà, là, c'est la fin de l'épisode 4. On avait prévu, enfin Emmanuel, dis-moi si je me trompe, d'enchaîner directement sur une conclusion un peu générale, mais peut-être qu'il y a des questions auparavant auxquelles il faut répondre. Oui. Et alors, oui, j'étais chargé de proposer une conclusion générale à la journée. Mais il y a des volontaires désignés d'office, c'est ça. Alors déjà, et des perspectives en plus. Donc, je vais sortir mon parapluie. En fait, on voudrait présenter quelques diapos de conclusion, mais plus pour ouvrir la discussion voilà, c'est pas des conclusions fermes et définitives, loin de là. Donc l'idée, c'est d'entamer à l'issue de ces quelques diapos une discussion voilà, sur cette problématique de la causalité et de l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, eh ben, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on recherche des relations causales. Peut-être qu'on aurait dû commencer la journée par ça, hein, mais enfin, c'était compliqué avant d'avoir fait tout le déroulé. Donc, on s'est reposé la question, mais finalement, mais pourquoi on a besoin de mettre en évidence des relations causales? Alors, je pense que la réponse à la question, elle dépend de si je veux comprendre un phénomène ou si je veux prédire un phénomène. Donc, si je veux comprendre un phénomène, ça semble assez naturel de se baser sur la mise en évidence de relations causales. Parce que si on veut comprendre, c'est souvent pour agir également sur le fonctionnement du système. Et là, je vous rappelle la définition de la causalité. La causalité, elle est définie au moyen de la notion d'interventionnisme. Et on dit que A est cause de B si, en intervenant sur A, je provoque B. Ou au moins si, en intervenant sur A, je rends B plus probable. Donc, si les relations ne sont pas causales, agir sur A n'aura pas forcément d'effet sur B. Vous pouvez vous frotter, si vous êtes fumeur et que vous avez les doigts jaunes de nicotine, vous pouvez vous frotter les doigts avec du citron, apparemment ça marche bien pour faire partir la nicotine, ça ne va pas réduire votre risque de cancer du poumon. Donc si on veut comprendre, il semble naturel, et donc comprendre notamment pour agir, il semble naturel, et puis indispensable même, de rechercher la causalité. Maintenant, on l'a beaucoup évoqué, les méthodes d'intelligence artificielle sont pour but premier, généralement, de prédire. Est-ce qu'il y a besoin de rechercher la causalité quand on veut prédire? Certaines applications, en fait, effectivement, nécessitent uniquement de bien prédire. Je parlais de la météo tout à l'heure. Pour aller jouer au tennis, mais enfin, les agriculteurs, ils ont besoin de savoir aussi quel temps il fera demain pour organiser leur chantier de travail. Est-ce qu'il faut sortir le pulvé maintenant? Est-ce qu'ils peuvent attendre demain? Bon, voilà. Et ils s'en fichent de savoir pourquoi il va pleuvoir. Ils veulent savoir s'il pleuvra ou pas. Et donc, les méthodes de machine learning, elles font ça souvent très bien. Alors, elles font ça très bien, avec parfois des petits couacs quand même, des erreurs surprenantes. Donc ça, c'est l'illustration de ce qui s'est passé quand on a
on a demandé à un algorithme de deep learning de reconnaître des objets sur des images. Donc on a présenté un grand nombre d'images, donc c'est de l'apprentissage supervisé. On a présenté à l'algorithme un grand nombre d'images en lui disant ben, ça c'est un bus, ça c'est un chat, ça c'est une maison, etc. Et puis après on présente une nouvelle image à l'algorithme, on lui demande de reconnaître cette image. Donc on lui a montré l'image de gauche, là c'est un bus, et il a dit c'est un bus. Et on se dit ben, ça marche super bien. Et puis on a rajouté à cette image de gauche, on a superposé une image qui est un bruit. Donc le bruit, vous voyez, c'est ce truc au milieu là. Quand on superpose les deux, ça ressemble toujours à un bus pour un œil humain. Mais pour l'algorithme de deep learning, c'était devenu une autruche. Et là, on se dit, bon, ben, ça marche super bien, très souvent, super bien, mais des fois, ça se plante, ça se plante très fort. Et c'est d'autant, enfin, ça pose d'autant plus de questions que nous, en tant qu'humains et donc experts, on ne se serait pas trompé aussi, comment dire, de manière aussi nette hein, sur cette photo-là. Et donc, il y a des gens qui disent que, en fait, il pourrait être intéressant, même dans un but purement prédictif, d'essayer de combiner de l'expertise et du machine learning. Donc notamment, Gena Taza propose de combiner l'expertise humaine, donc qui suppose porter sur les relations causales, et le machine learning pour accroître la capacité de généralisation des modèles, pour les rendre plus robustes, plus performants. Bon, ils vont même jusqu'à dire que l'expertise humaine est l'avenir du machine learning. Ça, je vous laisserai juger par vous-même de la pertinence de ce commentaire. Et donc, ce qu'on se dit, nous, à Arvalis, là, c'est que probablement, pour produire de la connaissance, il serait sans doute pertinent de combiner différentes approches. On peut faire de l'expérimentation, on peut avoir recours à de l'expertise, on peut mettre en œuvre des méthodes de machine learning, et on sera sans doute plus intelligent si on arrive à combiner habilement ces différentes approches. Et donc, en perspective, ce qu'on a l'ambition de faire, c'est un guide de bonne pratique qui décrirait comment produire de la connaissance en combinant ces différentes approches. Comment combiner de l'expertise, du machine learning, des données d'expérimentation pour soit prédire mieux, soit mieux mettre en évidence des relations de cause à effet. Et voilà, en guise de conclusion et perspective, donc encore une fois, l'idée est d'essayer de faire réagir, d'ouvrir la discussion, et puis de voir si parmi les gens dans l'assistance, certains seraient intéressés pour entamer des collaborations sur ce genre de thématiques.